Alors bonjour à tous. On va démarrer tranquillement. Donc je suis Angélique Randelet, je suis chargée de relations adhérents chez Digital 113 et donc moi j'ai introduit. Vous êtes là pour la factory cybersécurité avec un témoignage sur tout ce qui est HDS. Et je vais juste démarrer, prendre quelques minutes en intro pour vous présenter les prochaines actus de Digital 113. Euh, voilà, on a la Factory Cybersécurité. Là, vous avez mon écran. Vous pouvez retrouver toutes les infos et tous nos événements sur digital113.fr/event. Donc, c'est sur notre agenda. Le prochain événement, c'est demain avec la Factory Financement, l'Occitanie leader national en santé numérique. Et donc, on a la DRET qui va nous présenter tout ce qui est financement, accès au financement que propose l'État pour tout ce qui est santé numérique. Donc, ça se passera demain de 13h à 14h. Ensuite, donc là, la saison de Digitalis Future sur la transformation digitale pour la santé se termine et on démarre avec une nouvelle saison de Digitalis Future. C'est la quatrième et donc ce sera sur la thématique énergie, sur la filière énergie. Donc la conférence de presse aura lieu jeudi de 9h30 à 10h30. Donc si vous voulez suivre le programme, si c'est une filière qui vous intéresse, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour savoir de quoi ça va traiter exactement. Ensuite, on aura la Factory BizDev le 7 décembre sur les stratégies pour mieux maîtriser son commerce. Donc voilà, c'est toujours souvent des ateliers entre midi et 2. La Factory RH sur comment booster l'expérience de vos collaborateurs en faisant simple et efficace. Donc ça, c'est la semaine prochaine, le 8 décembre. On a un event IT Evening, réconcilions le handicap et le numérique avec notre adhérent sur ICAS. Et enfin, la Factory financement sur tout ce qui est dispositif d'accompagnement à l'innovation avec notre partenaire Layton qui partager les évolutions législatives et fiscales sur ces sujets. Et enfin, donc, dans la suite de la filière énergie, vous aurez le Filière Explorer qui aura lieu le 14 décembre. Donc là, c'est les partenaires de la filière énergie qui vont présenter quels sont les enjeux et les problématiques de leur filière en termes de transformation numérique, quels sont leurs besoins et leurs attentes auprès des acteurs du numérique en termes de nouvelles solutions qui pourraient les aider. Et à nouveau, le 15 décembre, une factory RH sur les nouvelles modalités de financement pour les formations en 2022. Voilà, et ça continue. Donc, vous pouvez regarder ensuite les événements suivants à venir. Donc, je laisse maintenant la parole à Jean-François et je te laisse la main aussi Oui. pour partager la présentation, Merci. pour introduire cette factory cybersécurité. Merci Angélique. Donc effectivement aujourd'hui le nom de cet atelier c'était donc de savoir HDS, ces trois lettres là un petit peu particulières, pour qui, pourquoi et comment du coup. J'introduirai juste rapidement en essayant de rappeler quelque part les règles de base pour savoir qui va devoir respecter cette certification hébergement de données de santé. Je vais vous partager mon écran, ça va être assez rapide parce que c'est un sujet tellement compliqué qu'on va pas en parler longtemps. En quelques mots, donc l'hébergement HDS, hébergement de données de santé, il est encadré par le Code de la santé publique et par ensuite, les choses ont été un petit peu précisées par une publication du ministère, enfin du ministre des Solidarités et de la Santé. Code de la santé publique, c'est l'article 1111.8 et enfin 1111.8, partie législative et réglementaire du Code, qui va un petit peu préciser les cas dans lesquels on a besoin d'avoir ce fameux certificat HDS. Mais pour autant, les choses sont quand même pas si claires que ça, et c'est la raison pour laquelle il doit y avoir quelques explications complémentaires de la part du ministre des Solidarités et de la Santé. C'était en 2019. Que dit le Code de la santé publique? C'est que toute personne qui va héberger des données de santé à l'occasion d'activités donc de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi médico-social doit être agréé ou certifié. D'accord? Cet hébergement, il doit être réalisé pour le compte des personnes physiques ou morales. Alors ça peut être des établissements de santé, ça peut être divers organismes, soit qui vont collecter ces données dans le cadre des activités de prévention, donc c'est pour le compte de l'organisme, soit pour le compte du patient lui-même. Donc on pourrait imaginer qu'une application mobile
qui aiderait un patient à améliorer sa santé et qui traiterait de la donnée de santé, potentiellement on est dans ce cas-là. D'accord? Mais vous voyez quand même la définition, elle est pas hyper simple. Donc on a déjà une relation à plusieurs entre l'organisme qui traite de la donnée de santé, qui va faire héberger cela par un hébergeur, et c'est cet hébergeur qui doit être agréé ou certifié. Donc ce qui veut dire que l'hébergeur doit se poser la question lorsqu'il héberge des données, ou plutôt lorsqu'il y a un contrat avec un établissement de santé, est-ce que je vais être amené à traiter de la donnée de santé? Et s'il a un contrat avec un tiers qui n'est pas un organisme, un établissement de santé, est-ce que ce tiers quand même va m'amener à traiter de la donnée de santé? Auquel cas, il faut qu'il s'assure qu'il ait cette certification ou pas. C'est tellement simple que du coup, le ministre des Solidarités et de la Santé est venu préciser tout ça. C'est ce qu'on voit maintenant en vert, qui a tourné les choses un petit peu différemment. Donc, doivent recourir à un hébergeur certifié HDS, tout professionnel de santé, tout établissement et de service de santé, mais aussi tout autre organisme qui réaliserait des missions de prévention, de soins ou de suivi médico-social, dès lors que les données de santé proviennent d'activités de prévention, de diagnostic ou de soins. Donc on voit vraiment ce mix entre, quel que soit l'établissement en fait, établissement de santé ou non, ce qui compte c'est la donnée, d'où est-ce est-ce que c'est bien une donnée de santé et est-ce qu'elle provient de ces activités-là. C'est quand même bien précis. Donc voilà, une donnée, on peut peut-être, je ne sais pas si on peut citer des noms d'entreprises, mais si on pense par exemple à Doctolib, qui permet de prendre des rendez-vous en ligne, quelque part on a un petit peu de données de santé là-dessus, puisqu'on va savoir qui est le patient, pourquoi est-ce qu'il consulte, et donc par déduction on va pouvoir avoir un petit peu de données de santé. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est déjà dans la donnée de diagnostic? Est-ce que pas encore au final? Donc c'est la raison pour laquelle la situation de Doctolib, vous voyez, elle est pas, on ne sait pas exactement si elle rentre dans ces cases-là. Donc les choses restent encore un petit peu floues. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai sauté le slide parce qu'effectivement, le doute persiste concernant les éditeurs de logiciels ou les fabricants de dispositifs médicaux. C'est le ministre chargé de la Santé qui le dit. Ces activités sont à la limite de ce qu'on qualifie normalement d'hébergement. Et donc, il y a une étude qui est en cours, on n'a pas encore la réponse, pour savoir si ce type d'entreprise doit ou ne doit pas recourir à des hébergeurs certifiés HDS. Donc, on a une situation qui est assez claire pour, j'ai envie de dire, les situations classiques, d'accord? Un établissement de santé qui veut faire héberger ses données liées à la prévention, au diagnostic, aux soins, par un hébergeur. Alors là, c'est clair, l'hébergeur doit être certifié HDS. Maintenant, pour toutes les autres applications un petit peu plus qui vont toucher à ces notions sans y être exactement, la question se pose encore. Donc, en tout cas, d'un point de vue juridique. Après, d'un point de vue opportunité de recourir à cette certification, c'est un autre sujet. Mais d'un point de vue juridique, la question se pose encore. Il y en a moins des secteurs pour lesquels l'obligation a été exclue. C'est tout ce qui est organisme d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, organisme de recherche sous conditions, et les associations qui proposent des activités sportives à des personnes handicapées. Voilà. Pour eux, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de l'HDS s'ils font appel à un hébergeur. Voilà. Maintenant, dans tous les autres cas, la question peut sincèrement se poser. Je vais juste résumer en 3 mots. Il y a des situations qui sont claires. Un établissement de santé qui veut faire héberger les données relatives aux soins, là oui, il faut un hébergeur certifié HDS. Il y a des cas pour lesquels il y a une exclusion, donc on l'a dit, parmi une association qui traite sportive qui aide des personnes handicapées. Et ensuite, il y a d'autres cas où la question va sincèrement se poser. C'est chaque fois qu'on va avoir une application, un éditeur de logiciel sur de la donnée de santé. Voilà, là, la question va vraiment se poser. Elle est en cours de réflexion par le ministère et on peut espérer qu'on aura une réponse prochainement. Mais dans l'intervalle, c'est plus une question d'opportunité qu'il va falloir se poser sur la mise en place de cette certification. Et là, c'est Emmanuel et Jean-François, l'autre Jean-François, qui vont nous parler un petit peu de la mise en place de cette certification, qu'elle soit requise ou qu'elle soit opportune. Voilà, je vous remercie. Donc c'est Emmanuel, c'est Jean-François? Oui. Jean-François, je te propose d'afficher le diapo. Donc on prend le relais. Donc nous sommes, il y a Jean-François Ciotat, donc responsable de la sécurité
interne de WeDeep qui va vous parler effectivement de notre use case. Pour ma part, je suis responsable du développement. Et avant de démarrer, effectivement, je vais rejoindre ce que disait Jean-François, c'est que la sécurité informatique, et on en entend parler tous les jours, les hôpitaux qui se font attaquer, qui se retrouvent paralysés. Donc le secteur du sanitaire est de plus en plus touché. Le secteur du médico-social commence à être aussi impacté, puisque de plus en plus d'organismes de gestion médico-sociaux manipulent les données de santé. Et donc, effectivement, il faut devenir maintenant, il faut que les données de santé soient hébergées impérativement chez un hébergeur HDS. Alors, il y a quelques exceptions, on pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez, mais globalement, tout organisme, comme le disait Jean-François, qui manipule des données de santé, aujourd'hui doit passer par un hébergeur, qui soit lui-même hébergeur ou qui passe par un prestataire d'hébergement. Alors avant de laisser la parole à Jean-François, je vais très rapidement vous donner quelques informations sur WeDeep. D'abord, WeDeep est une scope. Nous avons été créés en 2005. La structure était une association. Elle a été transformée en scope par plusieurs des salariés, dont fait partie Jean-François Ciotat et Marc Perrotto, qui en est le directeur général. Et nous sommes une scope depuis 2012. On est sur une croissance cette année de l'ordre de 14%. On va faire 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 30 collaborateurs et partenaires. Et puis, on est sur 3 data centers qui ne sont pas les nôtres. On est à Lyon chez Free, Iliad Pro. Jaguar Network, voilà. C'est la filiale pro de Free Jaguar Network. Ouais. À Grenoble, on est chez Eolas, qui est une filiale d'Orange. Donc, on loue des baies chez ces acteurs de data center et on rend le service d'hébergement et de supervision. Notre activité est pratiquement dédiée au secteur du médico-social, sachant que l'ouverture HDS, la certification dont va vous parler Jean-François tout à l'heure, nous ouvre d'autres horizons aussi, des secteurs d'activité qui ne détiennent pas forcément des données médicales, mais qui veulent arriver à un niveau de sécurisation le plus fort possible. Et donc, ils nous demandent, aujourd'hui, on est sollicité pour de l'hébergement HDS pour des structures qui ne sont pas dans le secteur social ou médico-social ou santé. On travaille avec pour plus de 600 établissements aujourd'hui dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, sur Paris aussi un peu, et on vient de se déployer en Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a signé un premier projet en Nouvelle-Aquitaine, donc notre volonté de rayonner au niveau national là, dans les 2 ans à venir. Les activités, bien évidemment, nous sommes hébergeurs avant tout, c'est 60% de notre activité. La certification, elle est toute récente, Jean-François vous en parlera. On a développé autour des prestations d'hébergement d'autres prestations d'expertise qui tournent autour des audits de sécurité, audits d'infrastructure, l'assistance à la mise en œuvre d'un SDSI, schéma directeur du système d'information, etc. Et puis on édite aussi 2-3 logiciels, dont un qui permet d'accompagner les établissements dans leur mise en conformité RGPD, le logiciel s'appelle KEOPS. J'en ai fini avec la présentation de WeDeep. Je vais laisser la parole à Jean-François qui va présenter donc notre expérience, notre use case, ce qui a pu provoquer cette décision, comment le projet a été mené, etc. etc. Donc Jean-François, je te laisse la parole. Merci Emmanuel. Merci à Digital Centraide de nous accueillir aujourd'hui parce que je suis ravi de faire ce premier retour d'expérience. On a terminé la certification, le passage de l'audit en août et on a enfin eu le 19 novembre dernier le tampon de certification. Donc voilà, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter un petit peu ce retour d'expérience. Donc on aura dans un premier temps, si ça va bien, c'est bon, j'ai pas l'effet démo. On verra dans un premier temps l'HDS, c'est quoi pour qui, Jean-François l'a déjà bien expliqué tout à l'heure, les raisons qui ont motivé le projet chez nous, la démarche et les étapes, les moyens qu'on y a mis, le niveau d'exigence de cette certification, la valeur ajoutée bien sûr pour nos clients, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est certifié.
Donc, l'HDS, c'est quoi? En 2006, pour faire un petit peu d'histoire, c'est un agrément français pour les hébergeurs de données de santé. Il est délivré par l'Agence du numérique en santé. Donc, voilà, c'était un dossier qu'on devait monter, préparer. On l'envoyait à la ZIP Santé à l'époque. Et puis, du coup, il était étudié et on avait un retour. On était retoqué s'il fallait faire des modifications, s'il y avait des non-conformités. Donc, voilà. En 2018, ça devient une certification, donc on l'encadre un peu plus. C'est délivré, donc la certification est délivrée par un organisme de certification qui doit être accrédité du COFRAC, donc le Comité français d'accréditation. Et le référentiel est toujours celui fourni par l'ANS. Donc voilà, il est disponible en ligne si vous voulez le télécharger. Donc vous tapez HDS référentiel et vous allez pouvoir récupérer donc toutes les mesures de sécurité qu'il faut mettre en place pour pouvoir être HDS sans problème. Avec un peu de travail, mais... Alors, pourquoi être HDS? Donc, on voit de plus en plus les données personnelles sont, et les données, encore plus les données de santé les données de santé sont très sensibles. Donc, pourquoi? C'est pour protéger les droits des personnes, c'est le principal. Et puis, c'est aussi adapter en fait la sécurité à la criticité des données. Voilà. Jean-François l'a dit tout à l'heure, c'est voilà, les hébergeurs de données de santé, il a été un peu plus précis là-dessus. On sait qu'aujourd'hui, il y a encore quelques zones d'ombre, mais on est en train d'éclaircir tout ça avec l'État qui est en train de mettre un petit peu voilà, éclaircir vraiment le périmètre pour les hébergeurs de données de santé et pour ceux qui aussi traitent les données de santé. Donc, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la certification d'HDS ne s'obtient que si l'on est déjà ISO 27001. Ça, c'est très important. On le verra par la suite. On fera un petit focus sur l'ISO 27001 parce que c'est quand même un des gros socles pour prétendre à la certification HDS. Donc, dans la certification HDS, en fait, il y a deux périmètres. Il y a un périmètre pour les hébergeurs infrastructures physiques, donc qui va être plutôt sur le data center physique. Et ensuite, on a plutôt la partie infogéreur, l'hébergeur qui va infogérer, donc avec celui qui va gérer la plateforme d'hébergement, l'infrastructure virtuelle, l'administration, l'exploitation et l'externalisation des données. Donc, j'avais mis une petite note à retenir. Hop, si je peux le décaler un peu. Juste bien vérifier. Alors, vous pouvez vérifier en ligne. Pour les hébergeurs HDS, on peut couvrir, si on veut, que le point 3, 4, 5 et 6. Donc, voilà, quand on passe la certification, on donne notre périmètre. Et si nous, on est hébergé chez, comme nous, Jaguar Network, et on ne voudrait pas gérer notre matériel ou chez OVH ou chez un autre, on peut dire qu'on va passer l'hébergement sur le point 3, 4, 5 et 6 et laisser la responsabilité au prestataire. Donc ça, il faut quand même bien vérifier quand vous mettez vos données chez un hébergeur HDS, quels sont les points que lui va couvrir. Voilà. Je tiens peut-être à apporter une petite précision effectivement par rapport à ce point. C'est qu'on le voit, nous, dans notre activité, on a des clients qui nous disent qu'ils sont hébergés chez un prestataire qui est HDS. Et en fait, en creusant un peu, on se rend compte que le data center est HDS, c'est-à-dire les activités 1 et 2 sont effectivement couvertes, mais que l'infogéreur n'est pas certifié sur les niveaux 3, 4, 5, 6. Donc il faut faire vraiment bien attention parce que l'hébergeur là, il exagère un peu, quoi. Voilà. C'est à préciser et à vérifier. Ouais, exactement. Donc ensuite, les mesures de sécurité. Alors comme je disais, on ne peut pas passer l'HDS sans être ISO 27001. Donc quand même, dans l'ISO 27001, on a 14 chapitres. Donc, et donc 114 mesures de sécurité qu'on doit obtenir pour avoir la certification ISO 27001. Et en supplément, pour l'hébergement de données de santé, il y a 5 chapitres supplémentaires et 54 mesures à valider. Alors, les raisons qui ont motivé le projet. Alors, la première raison, c'était, enfin, l'une des raisons, il n'y a pas forcément d'ordre, mais en tout cas, il y avait
des forts enjeux internes. C'est-à-dire que WeDeep, on a monté l'infrastructure, la sécurité, les services selon les bonnes pratiques internationales, avec ITIL, avec COBIT, avec des acteurs du marché qui sont connus et reconnus. Mais on avait des difficultés à montrer à nos clients notre vraie valeur et à prouver notre efficacité, notre sécurité. Donc, il y avait un enjeu interne qui était de dire, OK, tout ce qu'on a fait, on pense qu'on l'a bien fait, donc on va le cadrer, le structurer pour être certain que ce soit bien fait. Donc, il y avait un enjeu interne et il y avait un deuxième enjeu interne qui était de motiver les équipes. Aujourd'hui, la sécurité, on en parle énormément. Tous les jeunes qu'on embauche actuellement, ils ont toujours dans leur cursus une partie sécurité. Souvent, il y en a même qui ont fait des Bac+3, des licences en cybersécurité. Donc là, il y avait un enjeu interne aussi, c'était de motiver vraiment toute la société sur un projet qui allait toucher toutes les activités, hein, pas uniquement que la technique chez nous. On verra que l'ISO et l'HDS, ça couvre vraiment tout. Alors, stratégique, je pense qu'Emmanuel pourra en parler. La stratégie, c'est d'être aussi sur un marché où il y avait il y a des acteurs de la santé, mais pas en hébergement, quoi. Alors, je vais peut-être m'apporter une petite précision, c'est qu'effectivement, Oui. ce que je disais tout à l'heure, c'est que le monde du médico-social auquel on s'adresse manipule de plus en plus de données de santé, donc il y a une obligation. Donc, en termes de stratégie, pour nous, il était indispensable qu'on passe cette certification pour pouvoir continuer à proposer nos services. Et on s'est rendu compte, effectivement, en passant cette certification, que d'autres entités sur d'autres secteurs d'activité recherchent le niveau de sécurité. Et donc, effectivement, ça ouvre des perspectives. Voilà. Réglementaire, donc on a vu tout à l'heure Jean-François montrer des extraits de loi, donc voilà, c'est pour être conforme à la loi, et RGPD qu'on connaît tous bien maintenant. La crédibilité et la réassurance, donc comme je le disais tout à l'heure, c'était de réassurer nos clients finalement en disant ce qu'on fait, c'est vrai qu'on y a mis tout notre cœur et comment vous le prouvez, donc voilà, au travers de la certification. Et bien sûr, garantir les contrats et les services qu'on rend à nos clients. Ça, c'est le contrat, c'est ce qui nous lie avec le client, et les enjeux financiers derrière, si on arrive à le couvrir et à le faire correctement, pour nous, notre activité est pérenne et celle du client aussi. Alors, les étapes, la démarche et les étapes du projet. En fait, l'idée, elle démarre en 2018. On fait un séminaire pour se positionner de 3 à 5 ans en se disant qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut être, quels sont nos axes stratégiques. Et on est en 2018, le RGPD devient obligatoire. Donc, on se dit, nous, on a 80% de nos clients qui sont dans le secteur social et médico-social. Donc, les données de santé, ça va être un incontournable. Donc, en 2018, on se dit, il faut qu'on commence à se renseigner sur… et en plus, l'agrément devient une certification. Donc, voilà, il y a quelque chose qui commence à bouger, enfin, qui bouge déjà. Et on se dit, il faut obligatoirement se placer. Sinon, dans quelques années, on ferme l'hébergement, quoi. Ce n'était pas notre volonté. Notre volonté, ça a toujours été de boucler vraiment la totalité du système d'information, donc dont l'hébergement. Donc, on a fait une étude préalable. Alors, l'étude préalable, elle dure 2 jours et on a choisi 3 prestataires différents pour voir avec qui on avait envie de travailler, pour voir sa solidité, pour voir son équipe, pour voir comment est-ce qu'il pouvait nous accompagner, les propositions. Donc, voilà, il y a une étude préalable de 2 jours qui nous donne un curseur, c'est-à-dire vert, on fait déjà, c'est bien, orange peut mieux faire, et rouge, on ne fait pas du tout, et là, il va y avoir du travail. Donc ça, c'est le livrable à la fin de ces 2 jours avec chacun des prestataires. Et donc ensuite, on choisit la société qui nous accompagne. Donc voilà, nous aujourd'hui, on a choisi une société qui est vraiment c'est son cœur de métier de faire ça, de l'accompagnement, de la sécurité. Ils sont lead auditor sur l'ISO 27001 et l'hébergement de données de santé.
c'est eux qui ont certifié les data centers dans lesquels on se trouve actuellement, donc Jaguar Network et OLAS. Donc, du coup, voilà, il y avait un gros intérêt, ils connaissaient bien, on avait de bons rapports. Le côté humain, bien sûr, aussi joue beaucoup. Donc, voilà, il y a le choix de la société qui accompagne. Et après, la société qui accompagne, il faut choisir aussi l'organisme de certification. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Nous, on a choisi Bureau Veritas. Pareil, on en avait sélectionné 3. Ce n'est pas toujours les mêmes prestations. Il y en a qui accompagnent, il y en a qui font des formations, il y en a qui ne le font pas. Et ensuite, donc, on avait choisi BSI. On avait retenu BSI, Bureau Veritas et AFNOR. Et malheureusement, AFNOR, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais quelques mois avant, on s'était fait hacker et ils avaient un système d'information qui a été à l'arrêt pendant quasi 1 mois. Donc, pour un organisme de certification ISO 27001, enfin, ils font toutes les certifications, bah, du coup, ça nous a un peu refroidi. Mais néanmoins, ils n'étaient pas prêts, leur SI n'était pas up, donc ils n'étaient pas prêts à nous accompagner avec les deadlines que nous, on s'était fixés. Donc voilà, on est parti avec Bureau Veritas, qui est voilà, un organisme de certification international. Donc on était bien serein. Ensuite, on passe à l'étude détaillée de l'existant. Là, on va y passer quand même quelques jours. Donc la société qui nous accompagne va interviewer tous les cœurs de métier de la société. Et là, on va mettre en place un plan d'action. Vraiment l'implémentation du système de management de la sécurité. Ensuite, après l'étude détaillée, on fait une analyse de risque. Donc, avec la méthode IBIOS, on va analyser pour WIDIP quels sont les risques qui pourraient porter atteinte à notre métier, aux pertes de production, pour nos clients. Et de l'analyse de risque, on va déterminer un certain nombre de risques et à la fin de l'implémentation du SMSI, l'objectif, c'est de réduire les risques. On le verra juste après dans la prochaine slide. On construit l'équipe. Donc, une fois qu'on a une étude très détaillée et une analyse de risque, on sait exactement, enfin, a priori, combien ça va nous prendre de jours, de temps, quels sont les métiers auxquels on va devoir faire appel, quelles sont les prestations externes parce qu'on n'a pas les compétences internes, on va solliciter. Donc, on construit l'équipe. Ensuite, on implémente justement le système de management de la sécurité avec la méthode PDCA, donc Plan, Do, Check, Act, c'est la route d'Hamming. Donc, on planifie à chaque fois, donc c'est toujours le même process. On planifie, on fait, on check ce qu'on a fait et une fois qu'on a checké, on ajuste pour la fois d'après. Et puis ensuite vient l'audit de certification. Donc là, on a 10 jours d'audit mené par Bureau Veritas, par un auditeur qui intervient sur chacun des sites, donc sur chacun des data centers pour vérifier. Alors, il ne vérifie pas le data center parce que le data center, comme on l'a vu dans les slides précédents, lui, il est déjà ISO 27001, donc c'était la partie 1, l'activité 1. Par contre, il vient vérifier comment on fait notre câblage, comment l'urbanisation de notre baie, etc. Donc, tout ça est vérifié. Comment est-ce qu'on rentre dans les locaux, comment est-ce qu'on rentre dans notre baie, et ensuite les locaux de WIDIP aussi, comment est-ce que chaque porte est sécurisée, comment notre salle serveur l'est, et ainsi de suite. Alors, sachant qu'on n'a pas de données clients dans nos locaux chez WIDIP, ni de données WIDIP d'ailleurs, on externalise tout, mais on a quand même voulu certifier notre bureau parce que c'est là où on a le plus de personnes qui manipulent aussi les données des clients au travers de liens sécurisés, mais en tout cas, voilà, on boucle la boucle. Et enfin, bien sûr, une fois qu'on passe l'audit de certification, alors si on a des non-conformités, elles sont soulignées par l'auditeur et on a 3 mois pour les résoudre. Voilà. Et au bout de ces 3 mois-là, voilà, on les a rendus en quelques mois, en quelques semaines plutôt, on obtient la certification. Voilà. Donc, c'est ce qui a été le cas le 19 novembre. Alors, je vais faire un petit focus sur l'implémentation. Donc, je disais tout à l'heure, après l'étude détaillée, on est capable de dire toutes les actions qu'on va devoir mener. Donc, nous, on a créé 94 actions à réaliser pour l'objectif d'avoir les 114 mesures. Donc, je donne un exemple. Par exemple, si on prend un contrat qu'on donne à nos clients, le contrat qu'on a avec nos clients, un contrat HDS,
Lui, le contrat HDS, ça va être une action, mais à l'intérieur de cette action-là, on va pouvoir couvrir une dizaine de mesures de sécurité. Voilà. Donc, l'objectif de ces actions, c'est de répondre à toutes les mesures de sécurité et c'est de réduire le risque. Donc, le R9, R10, R11, ça, c'est ce qu'on a fait lors de l'audit initial. Chez WIDIP, on avait identifié 18 risques, 18 risques potentiels d'attaque, d'avions qui s'écrasent. Enfin, voilà, on a Pas de identifié. problème, j'étais resté connecté. Je suis sur mon autre conférence de l'autre côté, donc pas de souci. OK. Et donc, l'objectif à la fin de l'implémentation du SMSI, c'est d'arriver, non pas que tout soit dans le vert, parce que ce n'est pas possible, la sécurité réseau n'existe pas, mais en tout cas dire, voilà, on a identifié des risques qui sont assez importants au niveau de la gravité et de la vraisemblance, et il faut mettre les mesures de sécurité qui permettent aussi de réduire ces risques-là. Voilà. Ce n'est pas uniquement 114 mesures de sécurité et puis c'est terminé. C'est aussi, il faut réduire le risque parce que c'est une obligation. Donc là, je ne vais pas m'attarder longtemps sur l'ISO 27001. Il y a 14 chapitres. C'était juste pour vous montrer qu'on aborde toutes les parties. Il y a une partie sur la politique, l'organisation, il y a une partie sur les ressources humaines. Aujourd'hui, on nous oblige à faire des vérifications de référence des personnes qu'on embauche chez nous. Est-ce qu'il s'est fait licencier de son précédent emploi parce qu'il avait mis une faille de sécurité chez son ancien employeur? Donc ça, il faut qu'on le vérifie, c'est une obligation. Et il faut bien sûr qu'on ait la preuve et qu'on le rapporte et qu'on le suive. Pour une gestion des actifs, des accès, des habilitations, je parlais tout à l'heure de la sécurité physique, la sécurité de l'exploitation. Alors, sécurité physique, parce que nous, on fait l'exploitation depuis nos bureaux. Donc, vu qu'on fait l'exploitation de données de santé, c'était important de certifier aussi notre bureau. Les communications, les relations avec les fournisseurs. On est obligé de faire signer des contrats qui stipulent beaucoup de clauses, dans lesquelles il y a beaucoup de clauses pour assurer la protection des données. Et puis, bien sûr, la gestion des incidents de sécurité et tout ce qui est conformité, donc règlement, RGPD. Et je vous donne quelques exemples pour l'HDS. Donc, l'HDS, on l'a vu tout à l'heure, il y a environ 54 mesures de sécurité. J'en choisis quelques-unes qui sont un petit peu parlantes. Donc, dans l'hébergement de données de santé, on est obligé de chiffrer et d'externaliser les sauvegardes. On a toute une partie de gestion des services. Donc, quand on crée un service chez WIDIP, on va devoir lui donner des critères d'acceptation. Si on fait un service, moi, mon critère, si je fais un service, c'est qu'il doit être disponible 99,98% du temps. Il faut que sur les serveurs, il n'y ait jamais moins de temps de RAM. Enfin, voilà, il y a plein de critères d'acceptation qui sont énoncés. Il faut le planifier, il faut avoir tous les éléments de conception et l'implémentation du service doit être suivie donc de A à Z. On a des exigences de continuité et de disponibilité, donc ce qu'on appelle PCA ou PRA, avec des objectifs, avec le temps de reprise, le point de recovery des données. Est-ce qu'on se permet de perdre 1 heure de données, 2 heures, 3 heures, en combien de temps on est capable de vous rendre le service? Donc ça, c'est toutes des informations qu'on est obligé de mettre dans nos contrats et qu'on est obligé de garantir. Alors, il y a un gros point aussi qui est la gestion de la capacité. Ça fait partie des mesures qu'on nous demande. Donc, on doit être en capacité de dire, voilà, aujourd'hui, sur l'hébergement de données de santé et sur un périmètre donné, par exemple la gestion des actifs d'hébergement de données de santé, est-ce que j'ai les personnes, est-ce que j'ai les bonnes compétences qui vont pouvoir assurer ce service-là? Donc voilà, on gère la capacité humaine, capacité technique bien sûr, est-ce que j'ai assez de disques durs, est-ce que j'ai assez de RAM, est-ce que j'ai assez de processeurs? Donc tout ça, on a des indicateurs qui nous le montrent. Et bien sûr, la partie financière, on est obligé de valider en comité les investissements qui auront été déclenchés par la gestion de capacité. La protection des données personnelles, bien sûr, avec le droit, les finalités, la transparence, la responsabilité, ça c'est inscrit dans les contrats, c'est une obligation. La sécurité des données, donc pour sécuriser les données, on rédige des politiques de gestion et des actifs et des habilitations. Un point aussi très important, c'est que
Dans l'hébergement de données de santé, tout est tracé. Tout doit être tracé au travers de ce qu'on appelle un bastion. C'est un logiciel qui est un point unique d'entrée pour assurer la traçabilité. Un technicien aujourd'hui, nous, qui intervient sur un serveur où il y a des données de santé, automatiquement, tout ce qu'il fait sera enregistré en vidéo. Voilà, ça c'est très important. Un autre point qui peut vous parler, c'est la liste des contacts clients en mesure de désigner un professionnel de santé. Si vous avez une interruption de service sur un hébergement de données de santé, ou si nous, le service s'arrête chez nous, on doit être capable d'avoir sur un système d'information dissocié les contacts de nos clients qui peuvent nous permettre de désigner, d'appeler un professionnel de santé pour aller soigner la personne qui aurait de soigner la personne tout simplement avec ou sans problème, lui donner les médicaments qu'il doit prendre de manière quotidienne, etc. Donc ça, on doit être en capacité, s'il y a une interruption de service, de le fournir. Et quelque chose qui n'est pas forcément courant, c'est la régionalisation. En fait, la norme nous impose d'avoir des interfaces et du support premier niveau, au moins en français. Donc voilà. Alors, les moyens alloués. Donc, sur la partie des ressources humaines, donc bien sûr, l'équipe de direction avec DG, DAF, RH, RSSI. Donc, il faut vraiment que ce soit quand même un projet, l'HDS, qui vienne de l'équipe de direction, parce que c'est elle qui va pouvoir motiver et fédérer l'ensemble des équipes. Ensuite, un chef de projet, en l'occurrence moi. CDP, c'est chef de projet adjoint. Dans l'ISO et l'HDS, on verra toujours qu'il faut une séparation des tâches et une redondance. Comme sur le plan technique, sur le plan humain, c'est pareil. Si moi, je ne suis pas là un jour, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait les compétences, il faut que ce soit documenté, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse reprendre là où on s'en était arrêté. Et puis, une équipe de 10 techniciens. Alors, ça va de junior à expert, donc chacun dans leur domaine d'activité qui vont œuvrer pour l'implémentation du système. Et puis, ensuite, sur la partie plutôt technique, on va voir les logiciels. Alors, matériel, c'est assez courant, hein, la partie firewall, les serveurs de sauvegarde, les baies de stockage, la redondance des matériels. Voilà, ça, je ne l'ai pas remis. Mais par contre, parce que ça, c'est déjà de base quand on est hébergeur. Par contre, la partie logicielle, là, on nous impose, je parlais tout à l'heure du Bastion, l'antivirus, j'ai mis AV, la gestion des vulnérabilités. Le CIEM, c'est tout ce qui est la récolte de logs. Et les logs, en fait, ensuite, par le CIEM, sont analysés. Alors, un syslog, c'est une machine qui va récupérer l'ensemble des logs de l'environnement, des infrastructures. Par contre, il n'en fait rien. Le CIEM, lui, il va avoir de l'intelligence, c'est qu'il va se dire, ce log-là, il est bizarre. Je pense que c'est une intrusion dans le système. Je pense que c'est quelqu'un qui essaye de venir pirater. Donc, voilà, il y a de l'intelligence derrière. Donc, il faut mettre en place un CIEM qui va permettre de détecter les intrusions en fonction des logs. Une gestion des configurations, les confs. Une gestion des mises à jour, donc les systèmes, il faut qu'ils soient au maximum à jour. Une gestion de la mobilité, ça fait partie des exigences aussi pour l'hébergement de données de santé. Il faut avoir une gestion des mobiles, donc des téléphones. Aujourd'hui, les devices personnels sont de plus en plus utilisés. Donc voilà, il faut avoir une gestion. Et puis ensuite, le RMM, c'est le Remote Monitoring et Management. C'est comment je vais gérer l'ensemble de mes actifs. Voilà. Aujourd'hui, je peux avoir une gestion d'inventaire sous Excel, je peux avoir quelque chose avec du logiciel, Intune, OCS, etc. Donc, voilà, c'est d'avoir quelque chose qui puisse gérer la totalité des actifs sur nos infrastructures. Et des postes clients avec, bien sûr, ce qui font partie du périmètre. Et enfin, c'est plutôt la partie externe. Donc, voilà, il nous faut une société qui nous accompagne dans la démarche et puis l'organisme de certification. Donc, tout ça mis bout à bout, nous, on est arrivé à peu près à 180 jours de projet et avec environ une quarantaine de jours d'externe. Donc, voilà, donc ce qui fait à peu près 140 jours de travail pour WeDeep sur à peu près sur un an. Voilà, on a vraiment commencé le projet en septembre dernier et on a eu l'audit de certification qui était fin août. Donc voilà, il faut une bonne année finalement à environ une quinzaine de personnes, plus les externes. Alors, ce n'est pas du plein temps, hein. Le chef de projet,
Et le chef de projet adjoint, les 10 techniciens, ce n'est pas du plein temps, mais en tout, voilà, ça représente 140 jours. Alors, le niveau d'exigence, on passe 2 certifications donc, en même temps. On aurait pu passer que l'ISO 27001 dans un premier temps, puis l'HDS plus tard. Donc, on a décidé de tout faire en même temps. Donc, il faut quand même s'attaquer à 2 certifications. Ce qui fait au total 168 mesures de sécurité à traiter. À la suite de ça, on a un audit de suivi qui se fait tous les ans. Donc, tous les ans, on doit montrer qu'on a fait évoluer notre sécurité, que nos risques sont toujours réduits, que tout ça est en train de vivre. Et au bout des 3 ans, on doit repasser la totalité de l'audit. Voilà, les 10 jours d'audit qu'on a passés, tous les 3 ans, on refait tout. Le niveau d'exigence, c'est qu'il y a un plan de contrôle de l'intégralité des mesures qui doit être suivi. En fait, l'intégralité des mesures, au moins une fois dans l'année, on fait des revues pour chacune de ces mesures-là. Ensuite, il y a un plan de formalisation et de sensibilisation des personnes en interne, mais aussi de nos clients. On a des tableaux de bord, bien sûr, avec tous les indicateurs de performance, de disponibilité, gestion de la capacité, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Donc, les tableaux de bord vont nous permettre de prendre des décisions et de voir si on est dans le vert, et ça, c'est indispensable. Et ces tableaux de bord nous permettent de prendre des décisions en instances de pilotage. Donc, il y a 2 instances de pilotage qui sont ce qu'on appelle la comitologie dans l'ISO 27001 et l'HDS. On est obligé d'avoir un comité de pilotage stratégique qui a lieu tous les 6 mois et un comité de pilotage opérationnel dans lequel on va valider tous les changements, les prises de décision qui se fait tous les mois. Et ensuite, à côté de ça, on a des groupes de travail, mais qui ne sont pas une obligation. Nous, on le met en place. Mais en tout cas, les 2 instances de pilotage sont là. Alors, les contraintes du projet, on va dire ce qu'on a rencontré comme difficulté, c'était de s'approprier les exigences du référentiel. Parce que moi, je suis très technique depuis le début chez WeDeep. J'ai participé justement à la conception de l'infrastructure, de la sécurité, de tous les services qu'on met à disposition de nos clients. Donc, ça a toujours été quelque chose d'assez technique. Et là, on est revenu à comment est-ce qu'on organise, quelles sont les politiques qu'on met, quels sont les processus qu'on va suivre, quelles sont les procédures qu'on met dans les processus, et ainsi de suite. Donc, et là, le référentiel, il est assez, plutôt verbeux, quoi. Voilà, et c'est écrit, on attend ça de vous. Voilà comment vous pouvez le vérifier, mais on ne vous dit pas non plus exactement ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que la société qui nous accompagne, là, elle nous éclaire, quoi. Voilà, non, c'est ça qui est attendu, parce que nous, on essaie toujours de faire un rapport très technique, mais parfois, c'est que de l'organisationnel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut s'approprier. La gestion de l'équipe, quand on a 1 an de projet, il faut toujours maintenir les équipes motivées. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que parfois, ça s'essouffle un peu. Parfois, on a d'autres projets de production qui viennent s'entremêler. Donc, voilà, il faut toujours être sur le qui-vive. Nous, les premiers 6 mois, le temps de s'approprier justement les exigences du référentiel et tout ça, on était là, on se regardait tous. Il y avait 94 actions à mener. On s'est dit, OK, moi, j'en ai 30, lui, il en a 40, lui, il en a, etc. Et par où je commence, quoi. Et c'est là où le mode agile, il est vraiment il est top pour ça. C'est qu'il ne faut pas essayer de tout faire en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, on se fixe 4 tâches. Au prochain groupe de travail, ces 4 tâches, ça doivent être faites. Voilà. Et on avance petit à petit comme ça. Et c'est comme ça, finalement, qu'on garde l'équipe motivée. C'est qu'on est satisfait d'avoir fini ces 3 tâches-là, ces 3 actions. Et c'est bon, on est content, on passe aux 3 d'après, quoi. On ne se retrouve pas à chaque fois avec les 40 actions à faire et puis on est perdu, quoi. La gestion du changement, ça, je pense qu'on le connaît tous. C'est plus ou moins compliqué en fonction des personnes. On a la chance ici d'avoir une équipe de techniciens. Donc, la gestion du changement, c'est quotidien pour eux. Nous, on fait de l'assistance et du support, de la téléassistance, d'assistance téléphonique avec nos clients. Donc, on est toujours dans le changement avec nos clients, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise, mais du coup, on a dû changer, nous, nos façons de faire en interne. C'est-à-dire que quand je mets une politique de sécurité, c'est là où j'en reviens sur trouver l'équilibre entre la sécurité et la productivité. C'est que, un exemple très concret,
je configure un verrouillage d'écran à 2 minutes, alors qu'avant, il était à 30, 40. Certains, il n'y avait pas forcément de verrouillage d'écran. Quand on le passe à 2 minutes, on tourne la tête, on pose la question à un collègue et l'écran est verrouillé. Ça, on m'a un peu soufflé dans les oreilles. Donc, gestion du changement, je vous préviens que dans 3 mois, il va y avoir tel changement. Ça va inclure tels impacts. Donc, voilà, la gestion du changement est vraiment importante. Et cet équilibre, trop de sécurité, j'arrive plus à produire, j'arrive plus à faire mon travail. Trouve-moi une solution qui soit que je puisse à la fois produire et que toi, Jean-François, tu puisses faire ta certification et qu'on soit OK, quoi. Donc ça, c'est vraiment un équilibre à trouver avec l'ensemble des équipes. Et bien sûr, alors, la contrainte de la documentation, ça n'en est pas vraiment une. Quand on est très technique, on a plutôt tendance à rentrer tout de suite dans l'opérationnel et après on documente. Et là, c'est l'inverse. Je documente tout, je dis ce que je vais faire et ensuite je fais ce que j'ai dit que j'allais faire et ensuite je fais checker par quelqu'un d'autre et ensuite, une fois que j'ai checké, je réajuste. Non, ça n'allait pas et on recommence. Et en fait, il faut absolument tout documenter, tout tracer pour que finalement, on gagne beaucoup plus de temps par la suite, quoi. Quelque chose qui est déjà documenté, je n'ai pas besoin de moi d'aller expliquer aux équipes comment ça se passe. Ils le voient, c'est marqué et on avance. Et ça, finalement, c'est une contrainte qui devient vraiment un avantage et à très court terme. François, je vais me permettre de rajouter quelque chose concernant les contraintes. Au-delà effectivement de toutes les contraintes que tu as pu présenter, le changement, tu en as parlé pas mal, mais effectivement c'est quelque chose pour nous qui a été majeur, puisque tu as parlé du changement interne, de gérer le changement, la gestion du changement, l'accompagnement au changement en interne, mais il a fallu aussi l'aborder auprès de nos prestataires, auprès de prestataires qu'on héberge, des éditeurs qu'on héberge pour nos clients, et il a fallu aussi qu'on accompagne nos clients au changement, parce que ça a modifié aussi des choses pour eux. Donc je ne sais pas si tu veux en parler un peu ou pas. Oui, alors tous les changements de sécurité, à partir du moment en fait, où WeDeep garantit la sécurité de son infrastructure, on en est responsable. Et un client qui voudrait être administrateur de son domaine, de son firewall, à partir du moment où il est chez WeDeep, c'est WeDeep qui en est responsable. Donc là, il faut les accompagner au changement en disant, si vous le faites, vous nous signez une dérogation en stipulant que s'il arrive quelques problèmes que ce soit, c'est de votre faute. Et là, effectivement, il faut les habituer en disant, voilà, vous prenez un risque et vous enlevez en fait la certification, quoi. Nous, on est certifié pour le faire, vous l'êtes pas. Donc, si vous décidez de prendre les droits quand même, vous coupez l'herbe sous le pied de l'assurance que nous, on vous donne, quoi. Donc, c'était ça l'accompagnement au changement, c'est on va changer un peu vos manières de faire. Parfois, on va vous enlever des droits sur certaines choses. On va vous ajouter de la sécurité sur votre mot de passe qui expire, au lieu d'expirer tous les ans ou de jamais expirer. Là, il y a quand même des recommandations de l'ANSSI et des obligations. Peut-être il va expirer tous les 3 mois. On va mettre une complexité. Ça ne va plus être 6 caractères, mais ça va être 12. Donc, ça, c'est l'accompagnement au changement pour nos clients. Et on sensibilise là-dessus. Je voulais rajouter quelque chose sur d'autres choses de concret sur son changement. C'est bon, tu peux continuer. Ok. Donc justement, on en arrive à la valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que ça apporte d'avoir un hébergeur, d'avoir un prestataire certifié HDS? En tout cas, c'est la garantie que nous, on met tout en œuvre pour assurer la confidentialité, l'intégrité, la traçabilité et la disponibilité des données. Le risque zéro n'existe pas, je pense qu'on le sait tous. Néanmoins, la certification nous permet de dire qu'ils mettent tout en œuvre pour. Voilà, on a mis les moyens. Donc ça, c'est plutôt rassurant. On l'a vu qu'on a une gestion de la sécurité renforcée à tous les niveaux. Voilà, à tous les niveaux, que ce soit technique, RH, organisationnel. Une conformité au règlement, c'est ça que ça apporte. On n'a plus besoin de se soucier. Nous, aujourd'hui, dans la norme, il y a de la veille juridique, il y a de la veille technique et juridique.
Donc nous, régulièrement, tous les ans, on est obligé de regarder les textes de loi qui sortent et s'assurer qu'on est bien en conformité avec cela. Donc ça, c'est une partie de veille que vous n'aurez plus à faire, quoi. Et bien sûr, une fois qu'on a confié son hébergement, ses données de santé à quelqu'un professionnel du secteur, on se concentre sur son métier, quoi. Voilà, on n'est pas en train de se poser la question, mais est-ce que mes données sont en sécurité ou pas? On est focus vraiment sur son cœur de métier. Après, une fois qu'on est certifié, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, c'est le maintien de la certification et l'amélioration continue. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec les méthodes. On a pour projet aussi d'élargir le périmètre. On a vu que l'HDS, il y a 2 parties avec 6 domaines d'activité. Donc, nous, on n'a pas retenu le 5. Le 5, en fait, c'est l'administration et l'exploitation des données de santé. C'est-à-dire, je rentre dans le logiciel, je sais comment le logiciel fonctionne pour traiter les données. Donc ça, ceux qui le connaissent le mieux, ce sont les éditeurs eux-mêmes. Donc aujourd'hui, l'éditeur nous donne un dossier d'exploitation et c'est lui qui garantit comment il traite ces données dans son logiciel. Donc ce n'est pas un point qu'on a retenu dans l'ISO, dans l'HDS, mais on commence à travailler avec les éditeurs pour travailler sur les dossiers d'exploitation vraiment de leur logiciel pour que nous, finalement, on puisse le faire à la place à un moment donné, c'est-à-dire mettre à jour leur logiciel. Nous, WIDIP, on ne connaît pas tous les logiciels de DUI de la planète, donc c'est à eux de nous donner toutes ces informations, à nous de travailler avec eux pour pouvoir garantir qu'on exploite, on sauvegarde bien vos données, on sait faire les mises à jour, on sait quand il y a un bug dessus, comment aller le réparer. Donc voilà, là c'est un travail qu'on va faire avec les éditeurs et c'était l'un aussi des axes stratégiques en disant une fois qu'on est un hébergeur de données de santé, on peut travailler avec des éditeurs qui éditent des logiciels de santé, donc on va pouvoir aussi les héberger chez nous. C'est ce qui vient de se passer. On vient de signer un contrat avec un éditeur de DUI. Alors le DUI, c'est le dossier de l'usager informatisé. Il confie donc l'hébergement de son ERP métier pour le mettre à disposition de ses clients. Donc c'est un hébergement en mode SaaS. Et donc voilà, on vient de passer cette et ça a joué sur le fait que ça finisse de nous convaincre de valider de l'activité 5 de l'HDS qui nous manquait à ce jour et qu'on aura prochainement dans les semaines qui arrivent. Tout à fait. Dans l'élargissement du périmètre, on peut penser aussi si on a un 5e, 6e data center, c'est de faire certifier aussi. Si on a d'autres sites physiques, c'est de les faire certifier aussi. Voilà, on peut élargir comme ça. Et puis bien sûr, ça nous élargit aussi les offres qu'on peut proposer. Aujourd'hui, on peut proposer des offres de sécurité, on peut proposer de l'audit sur de l'organisation, de l'audit sur de la sécurité technique. On peut, bien sûr, maintenant, on peut proposer l'hébergement de données de santé pour tous nos clients. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe après? On peut encore pousser un peu plus loin vers d'autres labels, d'autres certifications. Aujourd'hui, pour le RGPD, il y a des certifications aussi qui existent. Il y a d'autres labels comme l'expert cyber. Voilà, on peut encore pousser plus loin pour certifier l'ensemble de nos activités, quoi. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous écoute avec Emmanuel pour y répondre. Je vais peut-être rajouter quelques mots pour la fin, Ouais. en attendant que les gens réfléchissent aux questions. Ouais. C'est comme on l'a vu, le HDS est comme on l'a vu et tu l'as bien précisé, il y a un périmètre et il faut faire attention à ces aspects-là parce que je vois beaucoup de clients qui effectivement font une confusion sur ce périmètre du HDS en fonction de la partie qu'ils infogèrent en interne ou qu'ils externalisent. Et du coup, de faire attention à ne pas avoir l'illusion d'avoir de la cybersécurité sous peine que j'ai un data center HDS au sens physique du terme, mais pas spécialement au sens logique. On parlait tout à l'heure des applications et ainsi de suite. Faire attention à ça. Et faire attention un petit peu à la phrase dont tu as parlé tout à l'heure, Jean-François, on se focus sur son métier. Moi, j'ai envie de dire oui, mais attention à ce qui n'est pas dans le périmètre des données de santé, ce qui n'est pas dans le périmètre du HDS, mais qui pourrait avoir un impact
Oui. soit sur l'entreprise ou l'organisme, soit directement sur les données de santé. Je pense notamment aux comptes utilisateurs, aux accès utilisateurs à ces données de santé. S'ils ne sont pas bien sécurisés, faites quand même attention là-dessus, de ne pas se retrouver avec l'illusion de la cybersécurité en se disant c'est cool, mon prestataire HDS, il a fait tout le travail pour moi. Vous avez aussi du travail à faire vous-même, hein. Il y a un tas de bonnes pratiques dont a parlé Jean-François que vous pouvez tout à fait implémenter dans votre propre structure. Et il y a quand même des bonnes pratiques à implémenter. Peut-être un exemple tout bête, c'est imaginez, vous avez une maison qui est certifiée en termes de sécurité HDS, entre guillemets. Vous avez mis une porte blindée qui répond à telle norme, vous avez mis des serrures qui répondent à telle norme, vous avez mis une alarme avec un prestataire qui peut intervenir si l'alarme sonne, etc. Mais au final, si sur votre maison, pour le risque de cambriolage, vous mettez vos clés dans la voiture avec votre adresse dessus, comme ça, si vous les perdez, quelqu'un peut vous les ramener, et que vous avez mis une petite étiquette avec le code de l'alarme, vous avez à peu près ruiné tous les efforts de celui qui a implémenté la sécurité sur vos données, sur votre maison, entre guillemets, parce que il suffit de fracturer votre voiture, prendre votre trousseau de clés, il y a l'adresse, il y a la clé de la porte, il y a le code de l'alarme, et du coup, votre pauvre prestataire qui vous fait la certification sur votre sécurité, il a fait tout bien, et c'est vous qui avez été le maillon faible de ça. Donc, soyons vigilants là-dessus. Il y a aussi du travail à faire côté entreprise, utilisateur final, qui vont accéder à ces données de santé, même sans compte administrateur, hein. Jean-François le disait tout à l'heure, peut-être que votre prestataire HDS va vous enlever certains accès à privilèges. En revanche, vous avez quand même des accès, parce qu'à un moment, cette donnée de santé, vous avez besoin de la manipuler. Il faut sécuriser ces accès, il faut sécuriser vos postes de travail, il faut sécuriser vos identités, il faut sécuriser tous ces aspects-là, et ne pas s'arrêter en se disant bon, j'ai pris un hébergeur HDS, j'ai plus rien à faire. Voilà. Non, vous avez aussi du travail à faire. Par contre, ça vous économise quand même une partie du travail, ça vous met un niveau de confiance sur cette partie hébergement où justement quand on choisit un prestataire externalisé, on se pose toujours la question, est-ce que j'ai choisi le bon? Ben là, vous avez quand même un gage de qualité. Vous avez vu, voilà, la certification HDS ISO 27001 impose une rigueur de votre prestataire. Et effectivement, c'est une plutôt très bonne chose. Ça doit vous rassurer sur ces aspects-là, externalisation. Par contre, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien à faire sur votre propre système d'information, bien entendu. Tout à fait d'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi d'ailleurs, j'avais noté une question pendant la présentation, c'était peut-être sur le coût de l'année 2. Jean-François, tu parlais de refaire un petit audit régulier et puis un audit de plutôt 10 jours tous les 3 ans. Oui. Mais concrètement, en interne, par rapport à l'organisation, que ça vous a impacté, justement, un petit peu cette implémentation de la sécurité en continu et de l'amélioration, est-ce que vous avez déjà chiffré un petit peu, entre guillemets, la surcharge de travail que ça représente pour vous? Oui. Aujourd'hui, en fait, avec le plan de contrôle qu'on a, des revues, des différents périmètres et différentes mesures de sécurité, on est à peu près à 60 jours par an en plus. Voilà. Sans compter ce qu'on faisait déjà avant, mise à jour, etc. Donc, mais juste en termes de revue des documentations, revue des habilitations, je donne un exemple concret pour les habilitations, par exemple. À chaque fois qu'on donne des droits à quelqu'un, qu'on a une entrée chez nous, un mouvement ou un départ, on va lui donner des droits sur des dossiers, sur des logiciels, etc. Donc ça, c'est ce qu'on donne directement sur les applications. Nous, on y reporte ensuite sur un outil qui est un fichier Excel qui nous va très bien, parce qu'on est 30 chez WeDeep, on n'est pas 6000, donc ça va à peu près un fichier Excel, ça tient bien. Donc, et tous les 6 mois, en fait, on doit vérifier que ce fichier Excel est conforme à ce qu'on a mis à l'intérieur des logiciels. Donc, on va se dire, quand une nouvelle personne arrive, je lui mets les droits du profil technicien junior. Et quand je regarde dans mon fichier Excel, je sais que ça donne droit à tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Donc, je le sais tout de suite. Je n'ai pas besoin de me reconnecter sur chacune des applications, des dossiers pour aller vérifier que c'est bien bon. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'il faut toujours maintenir le fichier Excel à jour et il faut faire les vérifications. On le fait 2 fois par an. Donc, on fait les vérifications 2 fois par an, que tout ce qu'on est dans le fichier Excel est bien présent dans toutes les applications. Donc, voilà, ça rajoute du temps, c'est du contrôle supplémentaire. Donc, on l'a chiffré aujourd'hui, c'est à peu près 60 jours par an.
60 jours, ça fait un peu plus d'un jour par semaine, quoi. C'est Ouais. un jour et demi par semaine. Et la mise en place de l'HDS, c'est plus de 3 jours par semaine sur un an, en y Donc équivalent temps plein. on vérifie aussi, bon, là, les habilitations, on vérifie les politiques, on revérifie la charte informatique, si elle est toujours bien conforme, s'il n'y a pas eu de changement. Voilà, toute la documentation qu'on a faite, elle est revue et on l'a planifiée en fait sur l'année. Et on arrive voilà, entre 60 et 80 jours, quoi. Donc, Bonjour, voilà, moi des contraintes supplémentaires en termes de temps. Ouais, je vous écoute. excusez-moi, j'ai une petite question du coup. En tant que client final, donc une clinique ou un établissement qui gère des données de santé, est-ce qu'elle a besoin d'avoir ces certifications? Un client direct, le client final. Alors, si le Que client dit la norme? héberge et s'il héberge ses propres données dans son établissement, c'est pas obligatoire. D'accord, j'ai mon application, j'ai mon outil de gestion patient hébergé on-premise chez moi. Ouais. Je ne suis pas obligé d'avoir la certification HDS. Non, pas pour l'instant. C'est ce qui est en train d'être réfléchi, parce qu'on voit la multiplication des attaques sur les hôpitaux, Mhm. parce qu'en fait, justement, ils ont leur système en interne. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que justement, dans ces établissements, il y a une sécurité en fait où tout est redondant. Donc, c'est-à-dire que je perds un équipement là, il redémarre de l'autre côté, tout ça, j'ai une baie d'un côté du bâtiment et de l'autre, ça c'était OK. Mais en fait, par contre, au niveau de la sécurité des applications, des failles, etc., bah, ça c'est quelque chose qui n'était pas forcément abordé ou pas traité du mieux qu'il fallait, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est souvent là le trou dans la raquette, c'est vraiment la sécurité de l'organisation et pas forcément la redondance des équipements et de la sauvegarde que je vais pouvoir remettre. C'est j'ai des failles en fait, j'ai des points d'entrée qui peuvent être internes ou qui peuvent être externes. Et donc c'est en train d'être discuté en disant mais peut-être qu'il faudrait quand même obliger, même si c'est on-premise, les gens à avoir un label, un agrément, une certification. Donc, on en discute beaucoup. Ouais. Ok. Je vais peut-être apporter un complément de réponse. Ouais. Voilà, d'un point de vue strictement juridique, c'est ce que je disais en introduction, c'est que le code de la santé publique est effectivement pas des plus clairs ou mériterait à être précisé. D'ailleurs, c'est ce que le ministère de la Santé s'est engagé à faire. Alors, on ne sait pas exactement quand, mais à aujourd'hui, la certification HDS, c'est pour les hébergeurs. Voilà, donc c'est une couche supplémentaire pour les hébergeurs. Mais ensuite, si on est établissement de santé et qu'on développe des logiciels en interne et qu'on héberge en interne sur ses propres serveurs, à la lecture du Code de la santé publique, on n'a pas à être certifié HDS. En revanche, on est quand même soumis à toutes les réglementations classiques, à savoir le RGPD, la loi informatique et liberté, et le référentiel général de sécurité pour les établissements de santé, le RGS. Oui. Voilà, il y a quand même des couches prévues. L'histoire, c'est que elles sont sur des sources un peu diverses, un coup le RGPD, un coup le RGS, HDS, voilà, beaucoup d'acronymes à chaque fois, hein. Mais voilà, il n'y a pas rien pour les... Si on n'est pas hébergeur, c'est pas pour autant qu'on n'a rien à faire. On est entièrement d'accord. Normalement, si on prend la sensibilité des datas de santé qu'un établissement héberge et traite, etc., et l'engagement de sécurité qu'il doit faire vis-à-vis des patients en termes de sécurité, théoriquement, il devrait implémenter des choses proches du HDS sans avoir à en passer une certification, mais il devrait être capable de justifier tout ce dont parlait Jean-François, hein, traçabilité d'accès à la donnée, etc. etc. Bien sûr. Ça paraît évident, mais en pratique, voilà, on voit qu'il y a quand même un écart entre les hébergeurs de données de santé et ce qu'ils implémentent, et les clients eux-mêmes sur ce qu'ils font en interne. Il y a quand même constater un vrai delta entre les deux sur le niveau de sécurité. C'est peut-être pour ça que le gouvernement est en train de préciser des choses. Ok, c'est très clair. Merci. Ouais. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je repasse un peu les slides si parfois ça peut réévoquer des questions chez chacun, peut-être sur l'implémentation.
cryptographie aussi, il faut s'assurer que toute la sécurité des clés soit faite avec les bonnes pratiques. Je pense que tu as fait un bon tour là, hein, Jean-François. Ouais, on a été. Après, ceux qui le veulent, après, bien sûr, hein, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires ou de points d'éclaircissement, bien sûr. De toute façon, on mettra à disposition le slide. Ouais. Oui, je veux bien. Pour ceux qui On me l'a déjà souhaitent. demandé, du coup. D'accord. Voilà, si vous voulez des informations effectivement plus techniques, hein, sur ce projet-là, voilà, vous avez les coordonnées de Jean-François. Ouais, il n'y a pas de souci. Alors, on a parlé de beaucoup de Jean-François. C'est vrai qu'il y a On est deux, Jean-François Ciotat côté WIDIP Ouais. et Jean-François Escala côté Consultil. Voilà. Beaucoup de Jean-François. Ouais, il y avait un petit plus pour les. Je sais pas si tu veux en dire un mot, Emmanuel. Oui, ça c'est notre petite cerise sur le gâteau. En fait, effectivement, comme on vous parlait de notre activité dans le médico-social, Marc Perotto, qui est le directeur général et principal actionnaire de la SCOP WIDIP, a publié chez Erol un guide qui est à l'attention des directeurs généraux des établissements, des ESMS, hein, établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui est un guide très abordable pour un directeur général. On ne rentre pas dans la technique, on rentre pas. Voilà, c'est plutôt zoom arrière et il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais, je crois, c'est Jean-François qui disait ça tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est HDS que ça exclut d'avoir un bon système d'information. Donc, c'est exactement ça. C'était un peu le but du livre, c'est de comment on s'organise en fait pour avoir un bon système d'information quand on est une ESMS. Donc, parce que c'est un secteur qu'on connaît, hein, on disait plus de 80% de nos clients qui sont dans ce secteur-là. Donc, voilà, en termes d'organisation du système, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien. Donc, on voulait le traduire aussi en français dans un livre, pas qu'en technique. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions. Merci à tous pour votre présence aussi.